Invitons à découvrir une grande dame de la chanson, Édith Piaf. Piaf chantait l'amour tragique, l'amour fou, celui qui finit mal. Elle chantait sa propre vie, qu'elle nous offrait dans de grands élans de passion. Chaque geste, chaque regard était chargé d'émotions pures. Et cette voix pathétique qui vous chamboulait l'âme disait qu'elle avait souffert toute la misère du monde. Le public pouvait difficilement s'imaginer que dans la vie, Édith Piaf était une femme très gaie. Mais en fait, malgré des épisodes douloureux, c'était un vrai bout en train. Elle s'était créée une forme de religion. Le drame, elle le réservait pour le public. Elle adorait s'amuser, elle aimait rire par-dessus tout, et on dit qu'elle avait un rire terrible, qu'elle pouvait être incroyablement drôle. Édith Piaf avait un cœur de gamine, mais il était aussi une femme très autoritaire, tyrannique même. Les hommes de sa vie en savent quelque chose. On dit qu'elle avait une âme de dompteuse, qu'elle a mis au monde des chanteurs comme les enfants qu'elle n'a jamais eus. Montand, Moustaki, Aznavour, ces poulains qu'elle a formés et menés au succès. Les hommes de sa vie, elle les a tous aimés à sa façon. Certains ont été ses amants, d'autres non. Mais chacun était important. Toute sa vie, Piaf s'est entourée d'hommes, peut-être pour masquer sa peur d'être seule, ce qu'elle redoutait plus que tout. Jean Cocteau, qui fut son ami, disait d'elle « Piaf est une étoile qui se dévore dans la solitude du ciel ». Dans les prochaines minutes, vous aurez l'occasion de voir plusieurs extraits du film Maison, tourné par Marc Bonnel, l'accordéoniste et le fidèle ami de Piaf. Ce sont des images captées dans l'intimité, souvenirs de beaux moments, peut-être les moments les plus heureux d'Édith, en compagnie de ses amis, de ses amours, de la bande. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans Piaf a vu le jour sur le trottoir de Paris. La légende populaire veut qu'Édith Giovanna Gassion soit née sur les marches de cet immeuble du 72 de la rue de Belleville. Peut-être même plus précisément dans cette cage du vieil escalier en bois. Au petit matin du 19 décembre 1915, sa mère, Lynn Marsat, chanteuse des rues, la met au monde sur la pèlerine d'un agent de police en faction ce jour-là. La France est en guerre depuis 1 an et le soldat Louis Gassion, acrobate forain dans le civil, a obtenu une permission exceptionnelle pour assister son épouse. Dès les premières douleurs, le futur père est parti en quête d'une ambulance à chevaux. Chemin faisant, il honore quelques bistrots de Ménilmontant. Et ce n'est que 3 heures plus tard qu'il est de retour au logis familial. La petite Édith fait déjà entendre sa voix en s'égosillant à fendre l'âme dans un décor à la Carpeaux. La misère, elle lui collera à la peau jusqu'à ses 20 printemps. Moi, je l'ai connue. Enfant? Oui, elle était enfant, évidemment, et elle pouvait avoir dans les 10 ans. Et déjà, elle chantait. Il y avait, à l'époque, on vendait des chansonnettes. C'était des Christinés, tout ça. C'était des petites choses au coin des rues, alors que les gens sortaient des ateliers. Un banjo, accordéon, et puis, qui vendait des chansons comme ça, 0 francs 25. Mais à l'époque, ça représentait quand même 5 francs de maintenant. Abandonnée dès sa naissance par sa mère, qui lui préfère les goualantes dans les beuglans, l'alcool et la drogue, Édith se voit confiée à sa grand-mère maternelle, une ancienne foraine, qui loge dans un taudis de la rue Ribeval. La guerre terminée, Louis Gassion récupère sa fille en 1918 et l'installe à Bernay en Normandie chez sa propre mère, qui exploite une maison de tolérance. Les demoiselles des lieux se prennent d'affection pour l'enfant. À demi aveugle, à l'âge de 5 ans, on la conduit à Lisieux, et après bien des prières à Thérèse de l'Enfant Jésus, elle recouvre la vue. On crie au miracle, et Édith sera reconnaissante à la petite sainte de Lisieux, toute sa vie.
La première fois que j'ai vu Édith Piaf, j'avais 14 ans. Elle en avait 10. Mon patron m'avait envoyé faire une course place de la Bastille et je vois un attroupement sur la place. Je m'approche et je vois une sorte de contorsionniste, un gars qui faisait des acrobaties avec une petite fille. Et la petite fille faisait la quête quand son père avait fini de travailler. C'est la première fois que j'ai vu Édith. C'est elle qui envoyait la chanson. Et c'est comme ça, du reste, qu'elle a été remarquée. Elle dit, mais qui c'est que cette môme? Alors quand elle avait 16 ans, alors les gars qui s'occupaient de music-hall, qui ont dit, bah tiens, on pourrait... Elle a été emmenée par cette clique qui tournait autour d'elle. Parce que la môme, elle les intéressait, à chanter la voix lente comme ça, donc, hein, la gosse, patati, patala, ça faisait bien. Et les gens du music-hall ont remarqué ça aussi. Hein? Et bien souvent, plus tard, ils sont servis d'elle. Elle avait des cachets impressionnants, mais elle avait rien à elle, elle donnait tout comme ça. C'était une artiste au sens pur du mot, au sens noble, c'est ça. Je chante, ça vous plaît, bon bah allons-y. Édith décide de quitter son père à 15 ans et de voler de ses propres ailes. Comme les moineaux de Paris, elle hante les cours d'immeubles des faubourgs et lance ses complaintes à 4 sous, poignantes à faire pleurer Margot. Sa nouvelle compagne de misère, Simone Berthaud, espiègle et délurée, a tôt fait de l'initier aux us et coutumes de la vie nocturne du Paris de la pègre et des mauvais garçons. Ce dîner même fut un temps, pendant la guerre, entre 42 et 48, avec son père. Dans un restaurant, elle dit, comment va Édith? Je la voyais plus à l'époque, elle était prise dans le tourbillon, quoi. Quoiqu'un jour, il m'a dit, oh, il y a des gens, ce sont des salauds. Il dit, on n'a pas l'habitude de manger comme dans les grandes maisons. Ils avaient invité ma fille un soir, puis ils se foutaient d'elle. Parce qu'elle n'avait pas. Vous savez, c'est mesquin, c'est bête. Parce qu'un type sait tenir une fourchette ou placer son couteau. Enfin, on va se moquer de quelqu'un qui ne sait pas, qui est né dans la misère, dans la mistoufle. À 18 ans, elle met au monde la petite Marcelle et se sépare du père, dit Petit Louis, qui part avec l'enfant. Ils se revoient 2 ans plus tard. Édith apprend que Cécile se meurt d'une méningite. Remarquez, elle avait ce que nous avons tous dans notre jeunesse, la misère, on ne la ressent pas. Quand on est né dedans, on vit avec, on ne fait pas le point. C'est comme ça, c'est comme ça. Brisée par le chagrin, Édith quitte Ménilmontant pour Pigalle et ne vit plus que la nuit. Un jour, elle s'aventure dans les beaux quartiers. Avenue MacMahon, à l'angle de la rue Troyon, elle s'arrête, ferme les yeux et fait un vœu. Elle a tout juste 20 ans. Je sortais dans la rue Troyon, et un jour, ce jour-là justement, Louis Leplay passait par là. Louis Leplay, directeur et animateur du cabaret Le Gernise sur les Champs-Élysées, ému par sa voix qui prend aux entrailles, l'engage aussitôt. Il la baptise la Môme Piaf. Comme elle est jolie et fragile, Édith Gassion, ce jour-là, malgré ses vêtements râpés, ses chaussures trop grandes. Le soir de la première, devant le Tout Paris, la Môme de la Cloche se taille un immense succès. Jacques Canetti l'engage à Radio Cité pour 3 mois. Une nouvelle vie commence pour Édith. Hélas, Louis Leplay est assassiné, et le destin, de nouveau, refoule l'étoile naissante vers les bas-fonds de sa jeunesse. Sans un ami qui me console, d'un geste, d'une parole. Louis Leplay, propriétaire d'un bar à la mode, a été assassiné. Les bandits l'ont tué d'un coup de revolver après avoir ligoté et bâillonné sa femme de ménage. On enquête dans les différents milieux fréquentés par la victime. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais laissez-moi non, qu'est-ce qu'il y a? Où est Piaf? Où est la Môme Piaf? Pourquoi, après l'attentat, avez-vous indiqué le nom de vos amis? Mais je n'ai accusé personne, monsieur. J'étais obligée de dire avec qui j'étais avant, puisqu'on m'a questionné. Il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Alors j'ai dit la vérité, mais je n'ai accusé personne. Vous connaissiez bien le Leplay? Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus personne maintenant. Qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi. J'ai rencontré Édith, justement, en travaillant avec elle dans beaucoup de spectacles de music-hall. Et je l'ai connue en 1937 à l'ABC. Elle venait de juste quitter son nom de Môme Piaf pour
Édith Piaf. Elle était avec Raymond Assau. Et à l'époque, moi j'étais danseuse classique, très disciplinée, par mon métier bien sûr. Elle, c'était le contraire, c'était plutôt l'anarchie de la rue, habituée à la liberté, pas d'heure, pas de... enfin, ni Dieu ni maître. Sur ce Assau part à la guerre. Édith l'oublie chaque jour un peu plus. La chanteuse des rues a cédé la place à la grande Piaf. Cocteau, admiratif, déclarait alors « Chaque fois qu'elle chante, on dirait qu'on lui arrache son âme pour la dernière fois. » Entre-temps, Paul Meurice est entré dans la vie d'Édith. Et l'auteur des Monstres sacrés écrit pour eux Le Bel Indifférent, qu'il crée avec succès en 1940 au Théâtre des Bouffes parisiens. Auprès d'Yves Montand, Édith connaît la grande passion. Il n'a que 23 ans lorsqu'il lui est présenté. En véritable Pygmalion, elle dirige sa carrière. Et ensemble, ils connaissent la gloire. Ils partagent l'affiche, sur scène et même au cinéma. Madame veut bien monter. Écoutez, chauffeur, conduisez très doucement, n'est-ce pas? Je suis si lente et si nerveuse. Dis donc, Madeleine, ça va durer encore longtemps, cette vie-là? Bah. Qu'est-ce qu'on attend pour se marier? L'année prochaine. Pourquoi? Et encore un petit grand. Allez, hop, en voiture. C'est merveilleux quand on est tous les deux, le bonheur nous surveille. C'est merveilleux quand on est amoureux, les beaux jours se réveillent. C'est merveilleux, la vie peinte en bleu, à grand coup de soleil. Puisque je t'aime et que tu m'aimes. J'ai eu la chance de rencontrer Miss Hayet. Alors je l'ai accompagnée 1 an. On a fait une assez grande tournée, et puis on a fini à l'Alhambra. Et ensuite, c'est Édith Piaf qui enchaînait le programme. Elle n'avait pas d'accordéoniste. Un Belge devait venir, il n'est jamais venu. C'est la secrétaire de Madame Piaf à l'époque qui m'a téléphoné. Et pendant 18 ans, je suis resté avec Édith, je ne l'ai plus jamais quittée. À la Libération, Piaf part en tournée en Suisse et dans les pays scandinaves. Outre son accordéoniste Marc Bonnel et son pianiste Robert Chauvigny, les compagnons de la chanson, les duettistes Roche et Aznavour et le présentateur Roger Lanzac partagent le même programme. La bonne humeur est de rigueur. Édith donne le ton et les repas en plein air préparés par ses soins sont l'occasion de franches rigolades et de merveilleux souvenirs. Piaf prenait un très grand plaisir à revoir ses films tournés par Marc Bonnel. Il y a une chose qui était très amusante chez Édith, c'est qu'elle tricotait. Elle tricotait beaucoup, elle adorait ça. Alors elle tricotait dans le train, elle tricotait en coulisses, des tricots d'ailleurs qu'elle ne finissait jamais, mais elle adorait ça. Ça a été une tournée absolument idyllique, on riait beaucoup, Édith aimait les pique-niques, alors elle nous amenait en pique-nique avec elle nous faisait la cuisine et quelquefois elle nous faisait manger des choses, elle nous obligeait à manger des choses qu'on n'aimait pas tellement, mais enfin on l'écoutait puis on lui faisait plaisir. Lors d'une tournée en Allemagne, après l'occupation,
j'avais dans mon programme, en première partie, les compagnons de la chanson. Et j'ai demandé à ce moment-là à Jean-Louis si ça lui ferait plaisir qu'on ne se quitte plus, que vraiment on passe le programme. Je crois que toute la bande a acquiescé et nous avons commencé des tournées. Et tant et si bien que quand j'ai entendu les 3 cloches, je leur ai montré les 3 cloches et ils ne se voyaient pas en train de chanter les 3 cloches. Alors pour les convaincre, j'ai dit ben, je vais chanter avec vous. Cloche sonne, sonne, elle chante dans la main, possédante et monotone, elle redit aux vivants, ne chantez pas que fidèle, Dieu vous fera signe un jour, vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Lorsque nous avons rencontré Edith, elle nous a dit « Vous aurez beaucoup de succès, vous vendrez beaucoup de disques, ça marchera très fort, et d'abord nous partirons ensemble pour New York. » Et devant notre air sceptique, Edith nous a dit « Écoutez, le jour où on partira ensemble pour New York, puisque vous ne les croyez pas, je vous promets à tous une paire de giflets. » 2 ans après, 1 an après plus exactement, j'ai reçu sur le quai du Havre la paire de claques vraiment la plus agréable de ma vie. Édith Piaf a écrit plus de 80 chansons dont certaines sont les plus célèbres de son répertoire. Elle est l'auteure de La vie en rose. Elle en a également composé la musique, mais les avis sur ce point sont contradictoires. La vérité, Marc Bonnel était avec Édith à Lausanne le jour où elle présenta à son pianiste Robert Chauvigny les paroles et la musique de La vie en rose sur un cahier d'écolier. Alors j'étais là, il y avait Édith, Robert et moi. Et Édith dit à Robert, écoutez Robert, j'ai écrit une chanson qui doit marcher, qui devrait marcher. Il faut finir le pont, il faut voir ensemble, si vous voulez bien. Vous faites l'orchestration, n'est-ce pas? Et vous signez la chanson avec moi, je vous fais cadeau de la chanson. Alors quelques jours se passent et Robert revient avec la chanson. Et il dit, écoutez ma petite Édith, je ne pense pas que la chanson soit bonne. Excusez-moi. Et puis un soir, Louis Guy passe, le compositeur Louis Guy. Alors, il venait dire bonjour, Édith l'embrasse, je lui dis bonjour. Et puis elle dit, dis donc, tiens, j'ai une chanson là qui pourrait peut-être t'intéresser. Et elle lui donne la chanson. La chanson s'appelait La vie en rose. C'est à New York qu'Édith aperçoit Marcel Cerdan pour la première fois, le 12 mars 1948. Elle est dans la salle du Madison Square Garden pour assister au combat qui oppose Marcel à Lavon Roach. Il en sort vainqueur. Édith n'a Dieu que pour son champion. Et désormais, elle assiste à tous ses matchs. Lui, fou amoureux, va l'écouter chaque soir au cabaret Le Versailles. Malgré leur discrétion, leur romance fait le tour du monde. Entre Édith et Marcel, le grand amour. Même en tournée, il la suit comme son ombre. En Égypte, c'est certainement lui qui filme une Piaf plus rayonnante et plus belle que jamais. Elle est présente dans la salle le fameux soir de la victoire de Cerdan sur Tony Zell qui le consacre au champion du monde poids moyen. Leur bonheur, comparé au ciel bleu de leur existence, ne peut s'écrouler un jour, ni la terre s'effondrer, puisqu'ils s'aiment pour l'éternité. Et pourtant, le 27 octobre 1949, Marcel Cerdan meurt tragiquement au cours du terrible accident d'avion au large des Açores. Aucun survivant. Marcel est arraché à Édith en plein ciel. Tout New York était prévenu, il était 11 h, tout New York savait l'accident et Édith dormait toujours. Alors, la porte s'est ouverte, elle s'est levée avec son masque, elle venait de se réveiller. Et elle a d'abord demandé l'heure. Et pourquoi on ne l'avait pas réveillée? Et puis elle leur a dit, Marcel est arrivé. Alors c'est Loulou qui s'est levé, qui a pris Édith dans ses bras, il a dit, ma petite Édith, soyez forte, il
aucun survivant. Alors là, elle a hurlé de douleur. Elle a pleuré toute la journée, sanglotait. Et le soir, il a fallu qu'elle rassemble ses forces pour monter sur la scène. Alors là, Robert et moi, on lui a joué La vie en rose, elle a fait son entrée sur scène. Et à la 5e chanson qui était Hymne à l'amour, elle s'est écroulée, elle est tombée par terre, quoi. On a fermé le rideau. Et le lendemain, le Versailles refusait encore plus de monde. Et la terre devient s'écouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Piaf ne se remettra jamais de la mort de Cerdan. C'était comme si tous les malheurs qu'elle chantait étaient brusquement devenus réalité. Après sa disparition, elle s'est accrochée aux 3 grandes puissances qui ont dominé sa vie, Dieu, l'amour et l'argent. La chanteuse était toujours à court d'argent, et quand France Dimanche lui a proposé de raconter sa vie dans une série d'articles, elle a accepté un peu à contre-cœur. Et même si ses confessions ont fait augmenter le tirage de 300 000 exemplaires, même si chaque article était largement rétribué et qu'elle avait grandement besoin de cet argent, Édith a refusé de toucher un sou pour l'article dédié à Marcel Cerdan. Même scénario quand Charles Dumont écrivit la musique de La belle histoire d'amour, une chanson dont elle avait écrit les paroles en souvenir de Cerdan. La chanson disait ces mots qui n'avaient pas de prix. « Je cherche à t'oublier, mais c'est plus fort que moi. Je me fais déchirer. Je n'appartiens qu'à toi. » Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Après la disparition de Cerdan, Piaf, inconsolable, essaie de communiquer par spiritisme avec l'au-delà. Elle devient alors l'objet de tromperies de la part de quelques intimes malhonnêtes. Si tu me le demandais, je renierais ma patrie, je renierais mes... Édith se rapproche alors de la veuve de Marcel et de ses enfants. Comblé de cadeaux, il partage son appartement parisien et tante Édith veillera toute sa vie à leur confort et à leurs études. Si tu me le demandais, si un jour... Très pieuse, elle ne manque jamais l'occasion de prier ou de brûler un cierge à la mémoire de son cher disparu. Ici, à Marseille en 1950, elle gravit les marches qui mènent à Notre-Dame de la Garde. Au théâtre de l'ABC, à Paris, le 10 mars 1951, Édith Piaf est la vedette de la comédie musicale La Petite Lily, dont l'auteur n'est autre ensemble dans des tournées. Et là, nous avons commencé à nous apprécier. Et l'une et l'autre, on a commencé à se faire des confidences. Enfin bref, on a sympathisé. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec elle également à l'Amiral pendant de longs mois, à l'époque de Meurice, que j'ai bien connu. Et puis, comme ça, épisodiquement, jusqu'au jour, en 1950, nous nous sommes retrouvés dans le même spectacle à Marseille, aux Variétés de Marseille. J'avais déjà travaillé avec son accordéoniste, il avait une photo dédicacée de moi en 1943. Et nous nous sommes retrouvés, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Elle a tout fait pour que ça se concrétise, nos fiançailles et puis par la suite notre mariage. Le 9 octobre 1951,
Danielle Vigneault, ex-danseuse dans le programme de Piaf, épouse l'accordéoniste Marc Bonnel. Danielle devient l'amie et la responsable de la maison d'Édith. La chanteuse est leur témoin, et c'est le bras dans le plâtre, douloureux souvenir d'un récent accident de voiture avec Charles Aznavour, qu'elle signe les registres. Quelques jours plus tard, le chanteur Jacques Pils lui présente une chanson, « Je t'ai dans la peau », dont il a écrit les paroles sur une musique de son trépidant pianiste, un certain Gilbert Bécaud. À son tour, elle lui offre « Et sa gueule, sa madame », sur un air du même Bécaud. Piaf et Pils, inséparables sur scène et dans la vie, décident de se marier. La cérémonie nuptiale a lieu en l'église Saint-Vincent de Paul de New York, le 20 septembre 1952, en présence de témoins prestigieux, Marlène Dietrich, Charles Aznavour, son impresario Loulou Barrier et Papa Prudis, le patron du Versailles. La peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens tes lèvres sur ma peau. À l'hôtel de la Sey, en juin 1952, Madame Piaf-Gassion reçoit le Grand Prix de l'Académie du disque des mains du président de l'Assemblée nationale, Édouard Herriot, en présence de Colette. Je t'ai dans la peau, y a rien. La jeune épousée est toujours la vedette du Versailles à New York, et son mari se produit dans un autre cabaret à la mode, La Vie en Rose. Les galas les obligent à parcourir toute l'Amérique du Nord. Si le périple est éprouvant pour Édith, la gaieté est au rendez-vous des promenades et des pique-niques désormais coutumiers. Tu es toujours près de moi, je t'ai dans la peau, y a rien à faire, tu es partout sur mon. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. À plusieurs reprises, le cinéma tente de la séduire, mais elle ne croit pas en ses dons de comédienne. Elle accepte de tourner dans Boom sur Paris, French Cancan, Les Amants de demain, et dans Étoiles sans lumière, elle donne la réplique au jeune premier, Serge Reggiani. Faudra d'abord nous attraper, faudra d'abord nous aborder. Oh, il faut avion noir, oh, avion. Ça t'a plu? Ah oui, c'est pas tellement la chanson, je la connais, mais c'est la voix. Qui est? C'est toi. C'est moi? Ah oui, bien sûr, la première fois, on ne reconnaît jamais sa voix. Oh, ça alors, c'est un drôle d'effet. C'est comme si on prenait quelque chose à moi. C'est comme un pneumique là, qui s'en va. Ah oui, t'as raison. Ta voix, c'est... Oui, c'est un peu de ton cœur. Elle n'aimait pas tellement faire de la radio, de la télé, enfin tout ça, elle n'aimait pas ça. Alors dès qu'il y avait de la technique, il aurait fallu... C'était la femme à faire jaillir d'elle-même tout de suite. Il aurait fallu que la première prise soit bonne. Par exemple, quand elle faisait un disque, elle ne faisait jamais de playback, elle, jamais. Il lui fallait son orchestre, comme si elle était sur scène. Il lui fallait son public devant elle. Avoir des micros, avoir des projecteurs, pas de public, ça n'allait pas, ça lui manquait. Esgourder rien qu'un instant la goualante du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on est rien du tout.
ils pionçaient dans de beaux draps. Mais n'oubliez pas, dans la vie on est peau de balle. Quand notre cœur est au clou, sans amour on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Quelques vacances sportives en tandem, à Bretagne de Marsan dans les Landes, où Pils possède une propriété. Le couple sillonne la France, honorant les contrats en province, jusqu'à l'Olympia, où ils font leur rentrée parisienne, début 1955. Puis ils partent en tournée, via les États-Unis, où durant 14 mois, ils donnent des récitals et obtiennent un immense succès. La gloire n'empêche nullement la millionnaire du disque en France de s'adonner à cœur joie au plaisir du tricot et des farces avec ses intimes. Son amour qui viendra la prendre dans ses bras. Comme moi, elle attend son amour, les yeux de son amour, les bras de son amour. Comme moi. Fait tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Piaf avait décidé de rencontrer Gendré Jacques, l'auteur du populaire Petit vin blanc et du non moins célèbre Sous le ciel de Paris. Lors de leur première entrevue en octobre 54, elle l'a chargé d'une mission fort agréable. Elle m'a demandé de passer au boulevard Lannes. Et là, elle m'a dit, bon, écoutez, il faudrait qu'on fasse des choses ensemble. Vous ne connaissez pas bien mon tour de chant. Je dis, si, je vous ai entendu plusieurs fois, pas tellement récemment. Elle m'a dit, ben, je vais vous faire mon tour de chant. Et dans son grand salon du boulevard Lannes, une après-midi, avec Robert Chauvigny au piano, j'ai eu cet immense privilège d'entendre Piaf. Elle m'a demandé d'écrire un texte sur, avec l'accord évidemment d'Henri Sauguet, sur la musique du ballet Les Forains, qui avait eu un grand succès par Roland Petit. Et c'est là que j'ai écrit « Ils ont trouvé la nuit d'un éclair de paillettes d'argent », ça lui a plu, elle l'a enregistré. Et elle m'a invité à venir l'écouter à New York, au Versailles, et même à suivre une partie de sa tournée aux États-Unis, à Los Angeles, dans d'autres villes, à Washington, etc. Et c'est à New York qu'un éditeur lui a proposé 2 chansons. L'homme à la moto, c'était Black Dynamite Trouser, c'est une chanson américaine. C'était l'époque, vous savez, des bandes de motos, etc., des films avec Brando, etc. C'était tout à fait dans le... Et c'est d'ailleurs, je crois, encore un peu dans la note actuellement, si vous voulez. À Malibu Road, Edith loue une villa qui surplombe le Pacifique. C'est avec une joie profonde qu'elle y accueille Jean-Pierre Aumont, Gilbert Bécaud, Gendré Jacques. À Hollywood, Ginger Rogers, grande amie de Piaf, lui prête sa villa. Je lui ai appris à nager dans la piscine de Ginger. Elle avait un peu appris à nager sur la Côte d'Azur, mais très peu, tandis que là, elle traversait la piscine complètement, en nous faisant très peur parce qu'elle ne voulait pas respirer. Elle sortait la tête de temps en temps, mais le nez pincé. Elle traversait la piscine, elle avait beaucoup de souffle, heureusement, mais nous étions quand même assez inquiets des fois. Elle a même essayé de plonger, alors on ne la voyait pas remonter, ça nous faisait une peur épouvantable, tout le monde se précipitait. Le 19 décembre 1955, Piaf fête ses 40 ans à New York en compagnie de son mari. Et cependant, la rumeur de divorce ne cesse de secouer la presse à sensation. Il me semble encore les bois. Edith restait en Amérique, la séparation a été longue, et puis la séparation s'est faite comme ça, très gentiment. C'était pas possible de vedettes comme ça, qui travaillaient chacun de leur côté, enfin... C'était pas possible, elle avait besoin d'avoir toujours quelqu'un près d'elle. Elle ne pouvait pas supporter cette solitude. Alors nous habitions avec elle à ce moment-là, mais c'était pas pareil. Elle aimait pouvoir parler à un homme, avoir un homme avec elle. Et leur séparation s'est faite à ce moment-là. C'est le dernier jour où il est parti en étant encore son mari. Et après, le divorce a été demandé par la suite, enfin plus tard. Mais ils sont restés très grands amis. Des applaudissements à n'en plus finir. Un délire jamais vu.
Tels sont les qualificatifs attribués à l'issue du récital de Piaf, 22 chansons, au Carnegie Hall, au soir du 4 janvier 1956. Son cachet, le même que celui de Sinatra. Et maintenant, je vais m'adresser à tous mes amis qui parlent la langue de Shakespeare. Ça me rappellera mes séjours à New York dont je garde un si bon souvenir. Et puis aussi, j'espère épater les Français avec mon anglais. Vous allez voir. To your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. Then when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be love your rose. La, 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 la. Piaf entame alors une tournée en Amérique du Sud. Nous nous sommes arrêtés en Uruguay comme ça, mais elle n'a pas chanté. Nous avons fait plusieurs fois le Mexique, plusieurs fois le Brésil, Cuba, enfin la Havane. Enfin, c'était vraiment une très belle période. Elle était dans une forme exceptionnelle, vocalement et physiquement, elle était magnifique. Et puis, c'était la période pique-nique aussi. Pour prendre l'air, il fallait prendre l'air, il fallait vivre sainement. Alors, elle nous obligeait à faire de la cuisine, vraiment la cuisine, comme à la maison. Gigot, poulet, enfin, des tas de choses. On embarquait tout ça dans à l'arrière de la voiture, les grandes voitures américaines, heureusement, il y a de la place. Et puis, on faisait des pique-niques tous les jours, au grand désespoir de notre impresario. Par exemple, au Mexique, nous avions un impresario d'un âge certain qui détestait les pique-niques. Et tous les jours, elle l'embarquait. Et tous les jours, il lui disait « Vous savez, il y a de très beaux restaurants à Mexico, vous voulez pas qu'on aille au restaurant ?» Elle n'avait rien à faire, elle ne voulait pas. C'est là qu'ils applaudissent à la vie qu'il a. Piaf revient à Paris en mai 1956. Et après un triomphe à l'Olympia, des émissions de télévision dont elle est l'invitée, et une tournée d'été dans le Midi, elle divorce d'avec Jacques Pils. Retour aux États-Unis et au Canada en automne. En été 1957, Michel Rive-Gauche lui écrit les paroles de La Foule, d'après une musique péruvienne dont elle s'est entichée lors de sa dernière tournée. Traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'âme qu'elle m'avait donnée que je n'ai jamais retrouvée. On rentrait sur scène, on répétait 1 heure avant, encore les traits difficiles. Et Edith arrivait une demi-heure après. Elle s'assoyait sur mon petit tabouret d'ailleurs, dans le coin de la scène, elle attendait, elle regardait, elle dosait la salle. Bon, là on présente les chansons, celle-là on la met en numéro 3 ou celle-ci en numéro 4. Elle intervertissait selon le public qu'elle sentait. Elle faisait son signe de croix. Elle touchait le sol, elle nous embrassait et elle rentrait en scène. Avec le séduisant Félix Marten, elle entreprend un tour de France en chanson qui se termine en apothéose à l'Olympia du 6 février au 5 avril 1958. Après lui avoir été présenté par le guitariste Henri Crolla, le jeune auteur-compositeur Georges Moustaki entre dans son répertoire et dans sa vie. Grâce au conseil d'Edith, Moustaki parvient à s'imposer dans la chanson. Sur le chemin, il y avait une fille qui s'en allait tout doucement. Je vais t'arrêter parce que je vais te dire maintenant les choses que je peux t'expliquer. Par exemple, tu vois, quand tu arrives au refrain, c'est une prière. Tu vois, Madame la Vierge Marie,
si j'ai volé, si j'ai menti. Il faut que tu te donnes plus, tu comprends? Il faut que vraiment ça soit une supplication, tu vois, que tu demandes le pardon. Et ça, on ne le sent pas suffisamment. Tu ne te donnes pas assez, tu ne sors pas assez ta voix. Et ça, je pense qu'il faut que tu travailles beaucoup. Quand je l'ai connu, parce que moi j'écrivais des chansons, puis il y avait des chansons que j'avais, et qui pour moi étaient terminées, même que je chantais dans les cabarets, qui avaient même un succès par rapport au lieu où je chantais. Puis elle reprenait la chanson et disait non, tu vas tellement ne va pas, tellement ne va pas, sans raison apparente. Et je crois qu'elle avait besoin d'être d'accord avec tous les mots qu'elle prononçait. Donc Miller a une histoire en 2 temps. Elle m'avait demandé d'écrire une chanson qui se passait à Londres, qui se passerait à Londres, exactement un dimanche. Elle m'a dit, chanson dramatique, un homme et une femme, ils ont des problèmes d'amour et ils sont à Londres, qui est la ville la plus déprimante du monde un dimanche. Alors j'ai commencé sur ce thème, dans le restaurant en question, sur la nappe en papier. Et puis est venu le mot Milord, comme ça, au détour d'une rime. Puis elle a été frappée par... Elle dit, mais non, la chanson, c'est pas ce que je t'ai dit, la chanson, c'est Milord. Et j'ai dit, mais Milord quoi? Elle dit, on a déjà un personnage, tu as déjà ma voix, ça fait 2 éléments, avec ça, tu vas trouver des paroles. Son art se nourrissait de son amour, et son amour était indispensable à son art. C'est ça c'était ça son entité. Piaf, ça a été une époque très, très intense de tout, d'émotions de toutes sortes, les pires et les meilleurs. L'amour et le désespoir, les accidents et les moments de rire et de détente. Et pour moi, c'est le souvenir, le souvenir d'une grâce. C'est une chose que j'ai vécue comme une grâce d'avoir rencontré une femme exceptionnelle, d'un être extraordinaire et d'une chanteuse hors pair. Elle avait peur qu'on dise du mal d'elle quand elle vivait, parce qu'elle ne voulait pas risquer de manquer d'amour. C'était son grand problème. Quand elle montait sur scène, c'était pour qu'on l'aime. Un homme, c'était pour qu'il l'aime. Donc, mais d'un autre côté, c'était une femme qui méprisait tout ce qui n'arrivait pas à un certain niveau des choses. Je veux dire, c'était pas une tâcheronne en rien, ni dans ses sentiments, ni dans son travail, ni dans ses amours. Un nouvel accident de la route l'oblige à annuler ses contrats en cet automne 1958. Mais à peine remise sur pied, elle quitte la France et repart en tournée en Afrique du Nord et aux États-Unis. Edith s'intéresse de très près à un jeune peintre, Douglas Davis, qui exécute son portrait et lui tient compagnie au Presbyterian Hospital de New York lors de son opération de l'estomac. Elle en sort le 21 mars, au bras de Doug, qui lui fait oublier Joe, son beau pâtre grec. Piaf doit se préparer à une très longue convalescence. De retour en France en juin, et accompagnée de Doug, elle se lance dans une suite sans fin de galas exténuants. Parfois des pertes de mémoire, des évanouissements en coulisses, des extinctions de voix. Et Edith qui ne veut toujours pas s'arrêter. L'agonie atteint son paroxysme à Évreux. On la conduit d'urgence à la clinique de Meudon, puis à l'hôpital américain de Neuilly. Ça, c'est une période où elle avait été très très malade, effectivement. Elle sortait de l'hôpital américain. Elle était dans un état pitoyable. Et nous sommes partis tout à fait, alors, dans l'intimité, juste Suzanne, sa cuisinière, sa femme de chambre Christiane, la secrétaire de l'époque, mamie, Madame Bordenave. Et nous sommes partis chez Louis Barillier, qui nous a gentiment, comme d'habitude, qui lui a prêté sa maison, puisqu'elle n'avait pas de maison à elle. Et c'était une convalescence très très pénible. Très dure, elle ne savait plus marcher, elle était restée longtemps à l'hôpital américain. Et elle s'est réhabituée petit à petit, avec un courage inouï. Et puis avec des soins qui lui ont réussi, un chiropracteur, tout ça. Enfin, bref, la chance a voulu qu'on lui ramène une chanson miracle. Non, je n'en regrette rien. Qu'elle accepte de voir Charles Dumont qu'elle ne voulait pas voir avec Michel Beaucaire, elle ne voulait pas les rencontrer. Et puis en fin de compte, je suis arrivée à obtenir un rendez-vous pour eux. Et quand elle a entendu cette chanson, il n'y a pas eu de cesse qu'elle la chante. Et ça a été la chanson miracle qui lui a redonné le coup de pouce, le coup de tonus, vous savez, pour repartir. J'avais gagné plusieurs fois le prix Piaf, une fois à Deauville, une fois à l'Olympia.
J'avais fait une chanson que j'avais donnée à un éditeur qui était intime avec Madame Piaf, qui s'appelait Madame Salabert. Et Madame Salabert m'avait dit, écoutez, moi je vais vous amener montrer cette chanson à Edith parce qu'elle est vraiment pour elle. Et Edith avait eu cette parole fantastique. Elle avait, quand je lui ai eu jouer la chanson qui s'appelait Les Flonflons du Bal, qui s'appelle toujours Les Flonflons du Bal, quand elle a eu écouté la chanson, elle a dit, cette chanson elle est tellement pour moi que je la chanterai pas. C'est quand je lui ai apporté avec Michel Vocat, quand nous lui avons apporté Non, je regrette rien, que là, tout d'un coup, le rideau s'est déchiré. Elle a dit, oui, il peut écrire pour moi. C'était très exactement le 5 octobre 1960 à 17h67, boulevard Lannes à Paris. Et 8 jours après, elle m'a dit à moi, ben, tu sais, moi je suis très content que tu m'aies apporté cette chanson. C'est parce que je l'adore, je vais en faire un succès mondial, c'est ce qu'elle a fait. Et après, elle a annoncé à Bruno, ben, écoute Bruno, je vais faire 2 semaines à l'Olympia. Bruno était fou de joie. Il a dit, tu me promets vraiment 2 semaines. Il dit, vraiment je te promets 2 semaines, c'est sûr. Elle est restée 3 mois. Le grand cri au monde, en disant, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis trompé parfois, mais de tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon métier, je l'ai fait par amour, et je ne regrette rien. Ça a été son chant du cygne, elle l'a crié au monde, et son cri retentit encore. chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balancer des amours et tout leur trémolo, balancer pour toujours, je repars à zéro. J'ai montré une musique, et c'était la musique de Mon Dieu. Alors elle a mis Mon Dieu à son répertoire, c'est Michel Vocat aussi qui a fait les paroles, et puis après elle m'a dit, mais tu étais venu me voir avec Madame Salabert là, pour cette chanson, comment ça faisait déjà? J'ai dit, ça faisait les flonflons du bal, à grands coups de cymbales, et d'accordéon secoue ma chanson. Elle, ah oui, elle était bien cette chanson, pourquoi je ne l'ai pas prise? La tournée triomphale qui succède à l'Olympia s'interrompt brutalement par un séjour obligé à l'hôpital de Neuilly. Insuffisance de globules rouges, problèmes intestinaux, rhumatismes articulaires douloureux. 3 raisons pour se sentir infiniment affaibli. Autour d'elle, on espère encore. Elle a eu énormément de cortisone, forcément, de sel d'or, de tas de produits, et alors elle en abusait. Pour souffrir un peu moins, elle exagérait les doses, et jusqu'au point de se faire un trou, on peut dire littéralement, dans l'estomac. C'est du reste l'origine de son opération en Amérique. Tous les jours, elle prenait et du Gardénal, et de l'aspirine, et des choses pour dormir, et des choses pour se réveiller. Enfin, c'était affreux, épouvantable. Plus tous ces calmants pour ses rhumatismes. Parmi ceux qui lui rendent visite, Théophanie Slamboukas.
Théo pour les intimes, qui lui tient la main. De retour dans son appartement du boulevard Lannes, la convalescente entreaperçoit son ex-fiancé américain, le peintre Doug Davis. Au moment de repartir pour les États-Unis, le 3 juin, il périt dans l'explosion de son Boeing au décollage. Edith éclate en sanglots. Malgré les recommandations de ses médecins, elle s'engage dans une tournée avec Théo en première partie. Et elle lui trouve un nom, Sarapo, je t'aime en grec. Le garçon coiffeur de la banlieue parisienne, modelé et fabriqué en quelques mois par ses soins, se retrouve propulsé sur scène au rang de vedette américaine. Et le 9 octobre 1962, la presse du cœur titre « Edith épouse Théo ». J'en ai le droit d'aimer, j'en ai le droit. J'avais tout organisé, la mairie, l'église orthodoxe, tout. Enfin, les journalistes étaient prévenus, la famille, enfin, c'était affolant. Et au dernier moment, elle ne voulait plus se marier. Alors c'était vraiment un coup dur. Hein. Alors je lui ai dit, évidemment, Edith, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça, ne serait-ce que pour la famille de Théo. C'était des gens absolument adorables, charmants. Vous vous rendez compte d'un scandale? Si au dernier moment, la jeune mariée avait dit non. Non, après, elle a très bien compris, et puis ça s'est très bien passé. Luttant pour cet amour, je l'ai conquis ce droit, par la peur de tout perdre. Au risque de me perdre, pour que vive l'amour, je l'ai payé ce droit. Bien que le temps n'efface ni les deuils, ni les joies, quoi qu'on dise ou qu'on fasse, oh, que mon cœur battra. Le soir même, Edith et Théo, à l'Olympia, interprètent « À quoi ça sert l'amour » de Michel Hébert et sont acclamés par une salle comble. Le plus célèbre couple de la chanson du moment parcourt la France, se produit à Bobino de février à mars 1963. La dernière tournée s'achève tristement à Lille, le 31 mars. Edith est loin d'imaginer qu'elle ne chantera plus jamais sur scène. Elle est à bout de force et un nouveau séjour en clinique s'impose. Afin de se reposer et retrouver et sa voix et sa forme, elle loue la somptueuse villa La Serena à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Hélas, dès sa retraite connue, les relations à court et les piques-assiettes profitent allègrement de la généreuse hospitalité de l'illustre souffrante. Avec des larmes aux yeux. C'était épouvantable, c'était la maison du bon Dieu. Hein. Et il y avait 30-40 personnes à manger tous les midis et tous les soirs. Hein. C'était incroyable. Whisky à gogo, c'était vraiment tout le monde se dorait au soleil, l'apéritif à volonté. Et puis il y en a même qui couchaient là. Pour faire face aux dépenses excessives, Loulou Barrier décide le 1er août d'installer Edith à Mougins, à la Gatounière. Elle semble remonter la pente, peu à peu, et se promène parfois au soleil. Mon Dieu, mon Dieu. Nous avons limité les dégâts en quittant cette Serena à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour une maison plus petite où il n'y aurait pas d'invités. Un peu plus loin, un peu plus dans l'arrière-pays, ce qui était déjà bien meilleur pour elle. Et puis, c'était pas encore l'idéal. Et nous sommes encore remontés plus dans l'arrière-pays, à Place Cassier, où là, le climat était bien meilleur pour elle. Mais les dégâts étaient malheureusement déjà faits. Théo est à Paris, où il tourne Judex de Georges Franju. Il a la délicatesse de lui envoyer des roses le 9 octobre pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Hélas, il est déjà trop tard. Il n'y a plus aucun espoir de la sauver. Son cœur qui a tant battu d'amour lutte pour garder un dernier souffle de vie à ce petit être qui a bouleversé des millions d'âmes. Son regard fixe redevient celui de la môme qui enchantait les foules, tout en leur arrachant des larmes d'émotion. Ses forces l'abandonnaient, elle l'avait abandonnée déjà depuis un moment. Mais elle n'était pas plus mal. Nous l'avions vue tellement mal des fois que c'était pas pire. Et malheureusement, ça a été relativement subi puisque c'est une hémorragie interne qui l'a emmenée. Et ça a été une mort douce. Ça n'a pas été une mort douloureuse, dans le sens que ça a été un coma profond. Elle s'est endormie en somme. Elle est partie dans
dans ce joli petit bas provençal, elle est partie vers un monde meilleur. Je n'ai pas peur de la mort, et je pense que les êtres qui ont peur de la mort, c'est parce qu'ils ne la méritent pas. Il faut mériter sa mort. Sans un cri, sans un mot, elle a quitté le monde des vivants. Et à l'annonce de sa mort, Jean Cocteau, l'ami de toujours, le prince des poètes, tirait sa révérence à son tour, foudroyé par un infarctus. La foule qui se masse, en ce morne 14 octobre 1963, autour du convoi funèbre, dépasse les 40 000 personnes. Au Père-Lachaise, dans ce tombeau où l'attendent son père Louis et sa fille Marcelle, Piaf repose enfin, en paix, pour l'éternité. Théo Sarapo la rejoindra 7 ans plus tard à la suite d'un accident de la route. Aujourd'hui, dans le pittoresque pigeonnier qu'ils avaient bâti près de leur maison en prévision de la convalescence de leur inoubliable ami, Marc et Daniel Bonnel vivent au milieu des souvenirs nostalgiques de leur chère, de leur si chère petite Édith. Au-delà de la mort, Édith Piaf est restée la chanteuse favorite du public. Son souvenir est impérissable. Sobre et modeste dans sa petite robe noire, la main suppliante, le regard fiévreux et cette voix, une voix plus grande qu'elle. Merci d'avoir été des nôtres.